Bonjour, voici une courte capsule théorique qui a pour but de, j'espère, vous faciliter l'appropriation des ressources qui vous sont proposées, peut-être attirer votre attention sur l'un ou l'autre mot-clé que vous retrouverez dans ces ressources, vous les expliquer pour que les ressources soient plus faciles à comprendre. Alors je n'ai aucunement la prétention d'être objective, d'être scientifique, d'être précise, je veux juste pointer quelques mots-clés dans le but de faciliter votre apprentissage au travers des ressources. Alors tout part de la question, pourquoi dans un dispositif en ligne souhaite-t-on stimuler les interactions sociales? On vous en parle beaucoup dans cette formation, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Alors bien sûr, on espère des effets sur l'apprentissage, ça c'est la finalité que nous poursuivons tous avec nos dispositifs en ligne, mais selon quel mécanisme les interactions sociales auraient-elles un effet sur l'apprentissage? Alors voici, on pourrait considérer que, en tout cas, il y a des effets via deux biais, deux chemins différents. D'abord, les interactions sociales jouent un rôle, les recherches en sciences de l'éducation le montrent, les interactions sont un facteur d'apprentissage. Donc elles induisent, elles engendrent de l'apprentissage. Nous apprenons en étant en interaction avec d'autres. Ces autres peuvent être, je le rappelle, comme on l'a dit dans l'introduction du module, sont aussi bien l'enseignant, le formateur, le tuteur qui nous guide, l'expert qui nous aide à apprendre, mais aussi les autres apprenants, nos pairs, nos collègues avec qui nous apprenons ensemble. Alors comment est-ce que ces interactions sont facteurs d'apprentissage? Voici quelques mots-clés. Bien sûr, vous savez qu'on apprend en imitant, en observant les autres, en s'imprégnant dans un groupe de référence, dans une culture de référence. On apprend aussi par le mécanisme du conflit socio-cognitif. Alors ça, c'est un mot très pédagogique et jargonnant que je vous expliquerai plus en détail par la suite. Donc voilà, un premier effet d'influence des interactions sur l'apprentissage. On peut aussi voir un autre effet des interactions sur l'apprentissage, c'est que les interactions sociales jouent un rôle d'engagement, de motivation. Quand on sait que d'autres nous attendent sur la plateforme, ça joue un rôle de soutien social. Donc on a envie de se connecter parce que les autres m'attendent. Et si je ne me connecte pas pendant plusieurs semaines, ils vont se demander ce que je fais. Peut-être que j'ai reçu une responsabilité et donc j'ai envie de me mettre au travail parce que les autres dépendent de la responsabilité qui m'est confiée. C'est aussi toute l'idée d'être membre d'une communauté. Le mot communauté étant un mot-clé que vous allez retrouver beaucoup dans la littérature à propos de l'apprentissage en ligne. Les communautés virtuelles, les communautés d'apprentissage, les communautés de pratique. Évidemment, ces facteurs s'influencent mutuellement. Quand on se sent appartenir à une communauté, on en observe les autres membres, on les imite et on crée petit à petit une culture commune et c'est comme ça aussi on se transforme, on apprend, on transforme notre identité. Donc voilà déjà en tout cas deux chemins par lesquels les interactions sociales influencent l'apprentissage. On pourrait aussi voir une troisième raison au fait de stimuler les interactions sociales dans des dispositifs en ligne. Et cette raison est liée aux apprentissages en eux-mêmes. Dans les apprentissages visés, bien sûr, on pense aux apprentissages de la matière, les apprentissages disciplinaires, l'apprentissage du contenu du cours. Mais on pourrait aussi se dire, et c'est de plus en plus pertinent à l'heure actuelle, qu'au travers de dispositifs en ligne, on espère que les apprenants développent les compétences du digital age, comme on dit. Donc les compétences de l'ère numérique, ces compétences, la culture web 2.0, c'est interagir, c'est observer ce que les autres postent, ce qu'ils partagent, c'est commenter ce qu'ils partagent, c'est soi-même partager ses ressources, ses idées, ses opinions. C'est ça, actuellement, le digital age et la grande communauté virtuelle. On parle aussi de connectivisme. Apprendre à l'heure actuelle, c'est se connecter à d'autres, apprendre par les autres et avec les autres. Voilà donc quelques mots-clés qui, je l'espère, vous guideront dans votre appropriation des ressources qui vous sont proposées. Je vous avais dit que je vous expliquerais la notion de conflit socio-cognitif. Pour y arriver, je fais un petit détour par une notion préalable qui est le conflit cognitif. Le conflit cognitif qui a été mis en évidence par un auteur célèbre qui s'appelle Piaget, dont vous avez peut-être entendu le nom.
il a étudié comment se produit l'apprentissage. Alors, il a mis en évidence qu'on apprend lorsque nos connaissances sont confrontées à la réalité et qu'on se rend compte des limites de nos connaissances. Alors, prenons ici l'exemple, vous avez entamé une réparation d'un type d'objet que vous croyez bien connaître, hein, ça peut être n'importe quel type de manipulation. L'idée, c'est vous entamez quelque chose que vous croyez savoir bien faire. Et vous chipotez, vous croyez que vous êtes dans le bon, et il n'y a rien à faire, malgré que vous croyez avoir tout bien fait et avoir tout bien compris, ça ne marche pas. Ce que vous souhaitez, donc la réparation que vous voulez faire, le meuble que vous voulez monter, l'action que vous voulez faire ne marche pas. Et donc la réalité vous montre que vos connaissances, vos compétences actuelles arrivent à une limite, vos connaissances ne permettent pas de résoudre la situation réelle. C'est évidemment une porte ouverte à l'apprentissage parce que vous avez envie de réussir et donc vous allez vous documenter, vous allez parler à des experts, vous allez chercher à résoudre ce problème, vous allez donc, faisant tout ça, adapter vos connaissances, les mettre à jour, les rendre plus précises, leur apporter des nuances, de manière à ce que vos nouvelles connaissances vont vous permettre de mieux faire face à la réalité. Donc le conflit cognitif, c'est la confrontation entre vos connaissances actuelles et la réalité, le déséquilibre qui en découle. Hein. Il y a un déséquilibre entre ce que vous croyez connaître et la réalité, et l'apprentissage qui peut alors prendre place. Le conflit socio-cognitif, cette fois-ci, procède du même principe, à la différence près que le déséquilibre naît entre vos croyances à vous, vos connaissances à vous, et celles de proches, de pairs, de gens qui vous sont proches. Vous avez tous connu cette situation où par rapport à un élément quelconque, prenons une recette de cuisine, vous êtes persuadé de bien savoir comment on réalise telle recette, et puis un de vos amis vous dit « mais non, la bolognaise, tu n'y penses pas, mettre des légumes dans la sauce bolognaise, mais pas du tout, ça, la vraie recette ce n'est pas ça ». Et vous y croyez mordicus, vous dites « mais oui, la recette de la sauce bolognaise, il faut absolument mettre des légumes ». Et donc, vos connaissances se confrontent aux connaissances de votre ami, et vous lui accordez du crédit à votre ami, hein. C'est quelqu'un qui vous est proche, a priori vous dites « mais il n'est pas bête, comment ça se fait qu'il ne croit pas la même chose que moi ?» Donc il y a un déséquilibre qui est là induit, et encore une fois c'est la porte ouverte à l'apprentissage, parce que vous allez alors vous questionner, chacun. Mais pourquoi est-ce que moi je suis sûr que j'ai raison, pourquoi lui aussi est sûr qu'il a raison? Il y en a bien un des deux qui se trompe, d'où vient le problème? Est-ce que ce ne serait pas moi qui me trompe? Comment savoir si mes connaissances en fait sont suffisamment correctes? Il faudrait que je me documente, il faudrait que lui aussi se documente, qu'on en parle. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il voulait dire? Est-ce qu'il a bien compris ce que j'ai voulu dire? Donc ce déséquilibre, cette tension, ce conflit hein, entre mes croyances et les croyances d'un autre sont un facteur, sont l'occasion de mettre à jour mes connaissances et ses connaissances. Alors attention à ne pas confondre le conflit socio-cognitif avec le conflit tout court, le conflit social, les disputes que vous avez tous connues, où là, ce qui se joue, ce n'est pas la mise à jour de nos connaissances, mais c'est qui va gagner, qui va avoir le dernier mot, qui va sortir le plus fort de cette interaction-là. Le conflit socio-cognitif, ce qui est en jeu dans le conflit socio-cognitif, c'est bien des connaissances qui se confrontent et qu'il faut adapter pour trouver une explication cohérente à la différence de point de vue. Dernière idée clé que je trouvais intéressante de vous présenter sur le thème des interactions sociales et de l'apprentissage, c'est ce que Vygotsky, un autre auteur connu, a appelé la zone proximale de développement. Elle montre vraiment bien comment on peut se développer davantage grâce aux autres qui nous entourent, encore une fois, ces autres pouvant être soit un expert, enseignant, tuteur, formateur, soit des pairs, parce que même avec nos pairs, tout le monde ne connaît pas exactement la même chose, il y a chacun a ses richesses qu'il peut apporter aux autres, on peut s'entraider, etc. Alors cette notion de zone proximale de développement, on peut la schématiser comme ceci. Imaginez voilà, le disque bleu
c'est votre niveau actuel de développement, ce sont vos connaissances, ce sont vos compétences, c'est tout ce que vous êtes capable de réaliser seul. Hein, les actions, même les apprentissages que vous êtes capable de réaliser seul. Le disque vert, et en particulier la circonférence vert foncé, indique votre niveau potentiel de développement, c'est-à-dire que vous pourriez aller jusque-là si on vous aide, si on vous accompagne, si on vous guide, si on vous soutient. Et donc la zone entre les deux, hein, entre le bleu et la circonférence, c'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement, c'est toute votre zone de progrès à laquelle vous pouvez accéder à condition d'être accompagné. Donc que ce soit par des pairs ou par un enseignant, par un formateur. Et donc cette idée montre vraiment bien l'importance de ne pas être seul quand on apprend, mais d'être avec d'autres, parce que ça élargit vraiment fortement son potentiel d'apprentissage.